le problème pour nous, enfants de guerre, au fond, ça nous a influencés malgré tout. Le fait également, bon, mais nous étions quand même plus ou moins pro-américains. Il nous semblait tout à fait normal de partir, enfin, de se porter volontaire. Pourquoi pas? Nous sommes arrivés à Tokyo. Et de Tokyo, nous sommes partis en train à Sasebo. Le port de Sasebo. Sasebo, on s'embarque sur un transport en une nuit qui vous conduit à Busan. L'arrivée à Busan, en fanfare, bien sûr, hein, une fanfare américaine qui vous joue des airs entraînants. Bon, bien sûr, c'est accueillant, quoi. Mais la ville par elle-même, le port, les habitants, ça sentait la misère. Hein. Ça, il n'y avait pas de doute. Hein. On nous a transférés dans un camp de la première First CAF, parce qu'à ce moment-là, le bataillon, quelques jours avant, le bataillon faisait encore partie. La veille, le bataillon faisait encore partie de la First CAF du 1er de cavalerie. Mais entre-temps, ils sont repassés au 15e régiment, de la 3e division. Donc, on nous a transférés d'un camp à un autre, et puis le lendemain, ou le soir même, chemin de fer, Sasebo. Et là, Sasebo, ça n'a pas traîné. Nous n'avons même pas passé une nuit, on nous avait logés dans des tentes. On n'a même pas logé une nuit. On a embarqué au soir et le lendemain matin, on était rendu à Busan. C'était vraiment un voyage express, quoi. Et à Busan, donc là, on a embarqué en des wagons à bestiaux, aménagés, pour transporter des hommes et non pas des chevaux, mais avec des couchettes en bois. Il n'y avait quasiment plus de vitres, il ne faisait pas chaud. Trajet de nuit sur un chemin de fer à une voie. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait pas mal de convois qui avaient priorité. Résultat, ils s'arrêtaient. On s'arrêtait pendant 1 heure ou 2, on laissait passer le convoi, on repartait. Bon, c'était un voyage assez long et qui n'était pas des plus agréables. Bon, nous sommes arrivés à Séoul, non, pas, oui, un peu passé Séoul, Yodonpa, je crois, exactement. Oui, à Yodonpa. Là, on nous a débarqué, camion, échelon B. L'échelon B, c'est l'échelon arrière, je suppose que vous êtes au courant, l'échelon arrière du bataillon. L'échelon arrière, bon, très bien, logement sous tente. Là, les 2 renforts qui étaient mixtes, néerlandophone, francophone. Bon, ils ont créé un peloton néerlandophone, un peloton francophone, et c'est là, le 22 novembre, j'ai la date parce que je regardais, notez bien, j'ai les listes. Le 22 novembre, nous avons fait une marche, les 2 pelotons, les 2 groupes, Stapers et Miséré, et nous sommes partis à travers Rizières. Et nous sommes partis dans un champ de mines. Et là, sur les diguettes, heureusement, les distances étaient bien respectées, minimum 5 mètres entre les uns. Il y a un nommé Rotsart qui a sauté sur une mine. C'était une mine anti-char. Je l'ai vu voler en l'air d'une bonne vingtaine de mètres, certainement. Il était coupé en 2. Et il y a eu 2-3 blessés, mais bon. Alors là, sur place, plus bougé, et c'est le premier chef Hauters qui était le dernier de la file, qui nous a fait revenir en mettant nos pas vraiment dans les pas précédents, quoi, dans les marques précédentes, et nous sommes ressortis du champ de mine sans mal, quoi, excepté un tué et 2 ou 3 blessés. Là, nous sommes montés quelques jours après,
pas tellement longtemps après. Nous sommes montés au front, nous avons rejoint la compagnie L. Les Flamands ont rejoint la compagnie C. Nous avons rejoint la compagnie L en tant que peloton au pionnier. Là, naturellement, à cette époque-là, oui, on était sur un piton. Ils avaient encore l'habitude de garder le piton, disons, de faire une défense en cercle. Il y avait aussi bien des hommes à l'avant du piton qu'à l'arrière. Chaque piton était un peu indépendant. Les tranchées, c'était le début, ce n'était pas encore le travail qu'on a connu après. Et alors là, c'est tour de garde, patrouille, patrouille de jour, patrouille de nuit. Là, c'est la vie de tous les jours, devoir frichetouiller ses rations, parce qu'on avait à manger par l'échelon une fois par jour, mais le restant, c'était sous forme de ration sec. Disons que ce n'était pas une vie facile. Premièrement, il commençait à faire froid. L'équipement n'était pas encore tout à fait adapté. Les bunkers, on dormait plus souvent sous une toile de tente que dans un bunker. Bon, il faut s'habituer. C'était le début de la guerre de position. Mais on essayait d'améliorer sa position. Bon, moi, j'étais, à ce moment-là, j'étais caporal Baer, caporal Bren, quoi. J'avais donc le fusil mitrailleur avec Jean Crabé, Jean-Baptiste Crabé comme tireur, et Jassin comme pourvoyeur. On logeait dans une tranchée, nous n'avions pas de bunker. On mettait une toile de tente. Nous n'avions pas de quoi construire un bunker. C'était un peu le début. Il y avait un très beau bunker qui était utilisé par l'infirmerie. Il y avait encore un bunker de commandement, je crois. Il n'y avait pas... c'était le début, donc, et on n'avait pas les matériaux, on n'avait pas les sacs de sable, etc. Alors, quand on pouvait... Moi, j'ai logé pendant quelque temps là-bas, dans un bunker chinois. Il y avait un bunker chinois, mais qui était... C'était une tanière, quoi. C'était un trou... allez, disons de 2 mètres sur 3, mais à une hauteur de 80 cm. Avec de la paille, ben bon, on était bien content quand il faisait froid de se mettre à l'abri. Alors la journée type, ben bon, le matin, on essayait de se réchauffer, un petit quelque chose pour pouvoir déjeuner. Puis l'entretien des armes, entretien de sa position. Les corvées, soit aller chercher les rations C, les munitions, il fallait redescendre le piton, aller dans la plaine, remonter avec les cherches, ou alors les patrouilles. Quand il y avait une patrouille de jour, on partait vers 5h, 6h du matin, et on rentrait vers 3h, 3-4h de l'après-midi. Organiser les rôles de garde. Bon, comme nous étions à 3, donc autrement dit, la nuit se partageait en 3, mais de 2 en 2 heures, ou 1 heure et demie, 1h30, pour ne pas, quand il faisait froid, pour ne pas rester trop longtemps à l'extérieur, on faisait un roulement. C'était ça la vie de tous les jours à cette époque-là, quand même. Nous occupions avec Ringlet, André Ringlet, nous occupions une petite position. C'était un petit mamelon qui avait devant les positions. Et la nuit, on s'enfermait à 2, on fermait les barbelés derrière nous, et on restait sur notre mamelon jusqu'au matin, quoi. C'était très relaxant. C'était franchement comme sensation. On avait l'impression, on se dit, bon, nous sommes ici, pas tellement loin,
25 mètres, 30 mètres, 50 mètres des autres. La différence, c'est qu'on savait très bien, 25-50 mètres, c'est pas loin. Mais on savait très bien que si on avait un accrochage, la marche arrière avec les barbelés fermés derrière nous, je ne sais pas de quelle façon on aurait pu les faire, quoi. Mais bon, fallait, hein. Un ordre, c'est un ordre. N'étant pas nombreux, le fusil mitrailleur, finalement, le Berr, ben, il était servi par 2 hommes. Théoriquement, nous aurions dû être 4. Mais bon, alors la nuit, on se partageait la nuit en tour de garde à 2. Ce qui veut dire qu'on montait 2 heures, un roulement, quoi. Ben, on ne dormait pas beaucoup, hein. Il faut dire qu'avec la tension nerveuse, on dormait, mais bon, d'un œil probablement. Et là, nous sommes restés environ un mois, un bon mois. Et puis là, nous sommes redescendus en repos, façon de parler, et nous avons fait des patrouilles guérilla, alors, patrouilles anti-guérilla. Et là, on sillonnait toute la région, à pied, bien sûr, piton après piton, par section alors. Et on contrôlait les villages qui étaient décivilisés, j'allais dire démilitarisés, mais décivilisés. Les Américains avaient décrété qu'il y avait une zone de 30 miles, je crois 30 ou 35 miles, où il ne pouvait plus y avoir aucun civil. Et nous étions obligés de contrôler cela. Ben, on rencontrait bien sûr, ils restaient toujours, ils avaient du mal à quitter leur maison, on les comprend, principalement les vieux. Les hommes, il y en avait tellement peu. Vraiment, il y en avait peu. Mais on rencontrait des femmes, des enfants, des vieillards, etc. Mais il n'y avait rien à faire. Il fallait les faire partir, quoi, hein. Mais, et de temps à autre, bon, bien sûr, on essuyait un coup de feu ou deux, parce qu'il y avait également des guérillas. Mais bon, c'était une bonne connaissance du pays, finalement. Et ce n'était pas désagréable. Nous avons fait cela pendant toute cette période que nous étions là. Puis alors, de là, nous sommes descendus, nous avons fait des manœuvres, une manœuvre assez importante, qui s'est résumée en 4 jours de marche non-stop avec des exercices. Et puis après ça, nous sommes descendus à Tchangori, en repos régimentaire. Alors là, c'était vraiment le repos, c'était installation sous tente, etc. On avait même fait une piscine. On avait fait un barrage sur la rivière et on avait fait une piscine qui était infestée de serpents d'eau, mais enfin, ça c'était autre chose. Probablement du fait que l'eau n'était plus aussi courante et qu'elle s'évacuait plus lentement, elle se réchauffait forcément, alors automatiquement ben, ça convenait à ce genre de bestiole, quoi. À Tchangori, il y a eu la boxe. Alors, il y avait le basket, il y avait le foot, la course à pied, les différentes, l'athlétisme, enfin, les 100 mètres, les 200 mètres, le 400 mètres, le 800 mètres. Nous avions construit un bar. Il y avait le bar, les officiers ont toujours eu leur bar. Il y avait un bar sous œuf et il y avait un bar troupe, qui servait en même temps de cantine, bien sûr. Ça, c'était le côté bien. Disons que les boissons n'étaient plus aussi rationnées qu'en temps normal. Mais sans ça, il y avait exercice tous les jours, lever à 6h30, PT, déjeuner, salut au drapeau, etc. C'était exactement la vie de caserne, sous tente, enfin. Normalement, je crois que ils sont restés environ 2 mois, probablement. Mais moi, j'ai quitté de là pour entrer en juillet 52 en Belgique. J'ai quitté Tchangori, mais quelques jours après, ils remontaient à Kojakol. Ça, j'ai appris par la suite, quoi. En arrivant en Belgique, vous n'êtes pas encore, vous êtes à peine descendu de l'avion.
Et on vous demande déjà quelle affectation, où vous voulez aller. Et ça, je dois dire que je suis sorti de l'avion, je me suis demandé ce que je venais faire là. Cette année était passée tellement vite. Ça avait passé, il me semble que ça avait passé à une vitesse, enfin tout ce temps. Ben, je dis plutôt que d'aller à une caserne ou l'autre, je vais retourner. Et j'ai demandé à retourner. Mais comme en Belgique, on n'est jamais très pressé, je suis seulement parti le 18 novembre 1952, après avoir été un mois en congé. Donc, mon mois de congé terminé, je suis rentré à la citadelle de Namur. Resté, allez, disons, 3-4 semaines à la citadelle de Namur. Donc, je suis rentré à Namur au mois d'août, à la citadelle, au mois d'août 52. Et j'ai quitté, oui, un petit mois, et j'ai quitté la citadelle de Namur pour Marchedam. Nous sommes remontés fin novembre, au Whitehorse. Nous avons rejoint le bataillon qui occupait le Whitehorse. Et là, très froid, infernal, des cadavres partout. Le Whitehorse avait été pris 6 ou 7 fois, pris et repris, donc les cadavres gelés, tant mieux, parce que quand ils dégèlent, ça ne sentait pas bon. Il y en avait dans tous les sens. Une vie de rat, on vivait dans des trous. Il fallait, pour aller chercher de l'eau, il fallait descendre du Whitehorse, ce qui représentait quand même un effort considérable, surtout avec le froid qu'il faisait. C'était une position qui n'était vraiment pas facile. Il y avait des gens qui l'avaient encore plus difficile, c'était les gens qui étaient sur les 3 sœurs, qui étaient la prolongation de la position. Il y a eu la compagnie A puis la compagnie C, je crois. Alors la B n'a pas permuté, elle est restée où elle était. Nous étions juste à la limite et à côté de nous, c'était les Américains. Ben bon, là, il y avait vraiment les bunkers. Là, c'était vraiment la guerre des tranchées, avec ses trous, avec ses bunkers, avec tout ce que ça apporte. Et la nuit, je dois dire, on avait un accompagnement musical. Les Chinois avaient installé des diffuseurs. Alors, bien sûr, en anglais, mais je ne vous le dirai pas en anglais parce que mon accent est détestable. Ils nous disaient, pourquoi, combattants belges, pourquoi venez-vous combattre contre nous? Venez combattre avec nous. Bon, qu'on aurait été bien accueillis, etc. Et alors, c'était période de Noël à nouveau, et ils passaient les chants de Noël, enfin, pour maintenir le moral, quoi. Mais je dois dire que le Belge, en principe, son influence n'est pas tellement. Quand la musique était belle, on aurait bien applaudi. 2-3 jours avant le Nouvel An, nous sommes descendus. Nous avons été en blocking, mais on logeait sous tente. Et tous les jours, on allait travailler à la blocking derrière Châteauguay. Puis, nous sommes partis vraiment sur une position de blocking. Et là, on allait travailler tous les matins. On a eu quelques incidents parce qu'on s'est fait bombarder quelques fois. On a eu des blessés, quand même pas mal. Et là, j'ai une anecdote à vous raconter. Il y avait un dépôt de ration C. Mais un dépôt immense, plein air, recouvert de bâches. Et les Américains nous ont fait monter de garde parce qu'il y avait du vol. Il y avait des rations C qui disparaissaient. Alors là, ils ont envoyé les Belges monter de garde. Bon, ben, en réalité, c'était les Belges qui détournaient les rations. Ben, comme ils nous ont obligés de monter de garde,
Alors, on ne savait plus, on ne prenait plus les rations à la périphérie. On avait fait un trou au centre. C'était vraiment une période. Les Américains, à ce niveau-là, ils avaient vraiment bonne opinion de nous. Ils nous confiaient des tâches de confiance. Et alors, de là, nous sommes montés sur Chattecol. Je suis arrivé à Chattecol un jour avant les autres, comme éclaireur. Mais ça m'a permis de monter la pointe 50 avec une Jeep et ne pas devoir la porter. Ça, c'était déjà pas mal. Donc, j'ai mis ma pointe 50 provisoirement à l'abri pour qu'on ne l'emprunte pas. Et j'ai reconnu les emplacements des armes lourdes du 4e peloton de la baie. De cette façon-là, la nuit suivante, quand on a relevé la compagnie, le 4e peloton, je pouvais le guider directement, les gens, vers leurs emplacements de combat avec leurs d'armes lourdes, quoi. Et je dois dire que ça s'est très bien passé, la relève très bien. Les gens qui nous précédaient, je ne sais plus si ce sont des Turcs ou des Thaïlandais, je ne saurais plus dire. Mais ce que je sais, moi je pencherais pour les Turcs, mais enfin ce que j'en sais, c'est que les tranchées, ce n'était pas leur fort. Ils ne les creusaient pas tellement. C'était vraiment sommaire. Ils montaient de garde d'une façon, alors, vraiment en dehors toute norme. Alors, naturellement, les Belges sont les spécialistes de l'appel, c'est probablement la raison pour laquelle on nous a mis là. On a commencé, bien sûr, à organiser toute la position. Et moi, j'avais, à ma droite, j'avais un char, il y avait le char. Puis, il y avait là, il y avait un trou. D'ailleurs, c'était fort gênant. Il y avait toute une partie où il n'y avait personne. Et on a passé comme ça, bon, ces 55 nuits, en faisant des patrouilles de temps à autre. Ce n'était pas vraiment le but du 4e peloton des armes lourdes, mais il arrivait qu'on nous demandait comme volontaire, toi, comme patrouille, comme embuscade. D'ailleurs, j'ai effectué une patrouille d'embuscade la nuit, parce que là, on ne sortait plus le jour, de nuit, avec des gens du 4e peloton. Nous sommes sortis par la compagnie C, par le peloton qui suivait le 3e peloton donc, de la baie, qui était et là commence la compagnie C. Nous sommes sortis, nous sommes avancés, je ne sais pas moi, 1 kilomètre, sur un ancien chemin de fer qui dominait une petite rivière. Et là, nous sommes installés en embuscade, mais ils nous ont pas cédé quand même. Ils sont passés, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Il y a eu un quiproquo. La nuit, c'est difficile de faire la part des choses. Et on se couchait 5 à 6 mètres les uns des autres, et on avait formé un cercle. Et au fond, la formule ne convenait pas bien probablement à l'endroit, et ils sont passés. Nous n'étions pas encore, on avait levé l'embuscade, n'étions pas encore rentrés qu'ils attaquaient le char. Là, naturellement, moi, je n'ai pas entendu le débriefing. Dès que je suis arrivé à la tranchée, je suis filé à ma pièce, parce que ma pièce se trouvait à proximité du char. Il me semblait que c'était là que je devais aller, quoi, hein. Alors, bon, j'ai filé à ma pièce. Après 50, il n'y avait rien. Le char, ils ont essayé, ben, ils n'y sont pas arrivés. C'était une patrouille, ils n'étaient pas tellement nombreux, 4-5. Ils étaient venus avec l'intention de faire sauter le char, mais bon, ils
ils n'y sont pas arrivés, quoi. Là, nous avons eu plusieurs tués, hein, au mortier, entre autres. Les positions mortier, au 60, on a eu plusieurs tués. On a eu un tué au canon, Pierre Goubet, Guy Lemaire au mortier. Roger Goudert qui a eu un coup direct dans son bunker, qui s'est retrouvé assis dans le fond de son bunker avec un sac de sable sur le visage. Quand je l'ai vu au matin, je n'ai pu m'empêcher d'éclater de rire parce qu'on ne voyait que 2 grands yeux et tout le reste était noir. Mais il a eu de la chance. La mitrailleuse était hors d'état. Hein. C'était une .30. À l'intérieur de la mitrailleuse, si vous aviez coulé du béton et fait sécher, c'était exactement pareil. Et tout se trouvait dans le fond du bunker. La .50, nous avons eu un coup de gros calibre d'artillerie qui est tombé sur le coin gauche quand on est à l'intérieur. Mais comme le préfabriqué, c'était bien conçu, c'était un système d'emboîtement, ça s'est soulevé et il est retombé. Sans dégâts. Ça, c'est assez étonnant, mais enfin, c'est un souvenir. Quand on sent tout qui bouge, ça fait quand même une drôle d'impression. Puis il y a eu l'armistice. Et là, la compagnie B est remontée sur les 2 kilomètres en arrière des positions traditionnelles. Là, c'était le camping. Là, pour nous, c'était le Club Med. Alors, c'était chouette. On avait dressé nos toiles de tente, nos lits de camp. Nous avions des lits de camp, là, c'était formidable. C'était du camping, quoi. Il n'y avait rien à comparer avec la vie de tranchée, quoi. Parce que le deuxième chat de colle a duré moins longtemps que ça n'avait été prévu. Non, plus longtemps que ça avait été prévu, mais moins longtemps qu'une position normale. Mais le travail était épouvantable, parce que bon, il n'y avait plus rien, quasiment plus rien debout. Hein. Et là, on a été relevé par des Américains. Une première fois, si j'ai bonne mémoire. Une première fois. Là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Nous n'étions pas encore partis, il a fallu réoccuper les tranchées. Ne me demandez pas ce qui s'est passé, je ne saurais pas vous répondre. Et puis nous avons été relevés définitivement par les Américains.